mon frère, clairement, je vais dire, on l'a tué. Scientifiquement, on l'a tué. Voilà, on l'a tué. On l'a tué et on essaye de nous tuer, nous aussi, pour nous faire taire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lumière Noire Productions. Aujourd'hui, je suis avec Jamila qui a fait l'honneur de bien vouloir venir sur notre chaîne. Bonjour Jamila, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Donc, tu es venue nous parler d'une affaire assez compliquée par rapport à ton petit frère. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire depuis le début, s'il te plaît? Oui, mon petit frère Mehdi El Bekri a été hospitalisé. En fait, il était un peu fébrile, il avait un peu des problèmes de santé. Donc, ma maman a appelé SOS Médecins, qui est venu à la maison. Ça s'est passé le 14 janvier 2016, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et le médecin des SOS Médecins est venu à la maison, donc il a dit à ma maman il n'a pas dit à ma mère de l'emmener à l'hôpital. Il lui a dit, demain, vous l'emmènerez faire des radios et des prises de sang. Et dans la nuit, comme elle voyait qu'il allait pas mieux, que voilà, il avait de la fièvre et que ça voulait pas tomber, elle s'est dit, je vais l'emmener aux urgences pour qu'il soit traité assez rapidement pour qu'on puisse savoir ce qu'il a. Donc elle l'a emmené aux urgences du CHRU de Nancy-Brabois. Mon frère est arrivé au CHRU de Nancy-Brabois, donc il a eu une radio et une échographie. Donc une échographie pleurale qui a permis de diagnostiquer très facilement ce qu'on appelle une pleurésie purulente. D'accord. Donc voilà, donc il y avait 3,4 cm de pus dans la plèvre. Donc devant le poumon, en fait, on a deux feuillets qui coulissent l'un contre l'autre. Et en fait, des fois, entre ces deux feuillets, on peut avoir soit du sang, soit du pus, soit de l'air. Donc quand c'est du pus, on appelle ça un pneumothorax. Quand c'est du sang, on appelle ça un hémopneumothorax. Et quand c'est de l'air, on appelle ça un pneumothorax. Et donc en fait, ce qu'il faut faire en général, c'est prendre une aiguille, planter à l'intérieur et aspirer ce qu'il y a à l'intérieur pour que les deux feuillets reviennent à la normale. Ce qui s'est passé, c'est que ma maman, on lui a dit que cette pathologie nécessitait 3 semaines d'antibiothérapie. Sans lui proposer ce qu'on appelle le drainage. C'est-à-dire mettre l'aiguille pour retirer. Oui, comme tu viens de l'expliquer avant, d'accord. Et en fait, cette étape est très importante aussi parce que quand on prend ce qu'il y a à l'intérieur, on va l'analyser. Ça permettra de diagnostiquer les bons antibiotiques. En fait, si vous allez sur Wikipédia, vous cherchez pleurésie purulente, vous allez voir que depuis le temps d'Hippocrate, ça fait déjà plus de 2000 ans, hein. C'est quelque chose qui était déjà fait à son époque. Si on ne draine pas, le patient va mourir. Voilà, donc en fait, pendant plusieurs jours, mon frère, il n'a pas eu de drainage, il a eu que des antibiotiques, ce qu'on appelle probabiliste, puisque c'était au hasard. Donc on a donné des antibiotiques. Sa fièvre n'est jamais tombée. Les radios se sont dégradées, comme on le voit sur la vidéo de Marine Bou, qui a bien voulu faire une vidéo sur l'histoire de mon frère et à qui j'ai donné de nombreux documents, dont ma plainte pénale que j'ai faite au tribunal de Nancy pour des faits d'assassinat. Parce que clairement, délaissement aggravé, parce qu'en fait, on a refusé à mon frère le protocole de soins reconnu pendant 14 jours, en nous disant que cette pathologie pouvait être traitée par de l'antibiothérapie, alors que c'est totalement faux. Donc on voit sur les radios, c'est assez frappant, la dégradation. Mais la dégradation prévisible, parce que dans la littérature médicale, je fais de la recherche et de l'enseignement, cette dégradation, elle est établie. Si on ne fait pas, ça se dégrade. Et justement, quand du coup il refuse le drainage, quelle a été ta réaction? Ils nous ont même pas proposé le drainage en fait. On l'a appris après ça. On l'a appris après, quand j'ai récupéré le dossier et que j'ai fait de la recherche, parce que mon frère est finalement décédé. Donc en fait, moi j'ai voulu comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des documents de l'hôpital lui-même, donc 2 thèses de doctorat. D'accord. Avec au total 52 patients mineurs qui ont été hospitalisés dans cet hôpital entre 1998 et 2003. C'est-à-dire bien avant l'hospitalisation de mon frère qui date de 2014. Et sur une période relativement courte, d'une certaine manière. 1999-2003, donc 52 patients qui sont arrivés au CHRU de Nancy-Brabois
à des moments plus avancés que mon frère, et aucun des patients n'est mort parce qu'ils ont drainé. Ils ont fait les choses comme on fait. Et c'est même écrit dans la thèse, il y a 2 thèses, c'est celle de Sandra Lavric-David, celle de Valérie Ferrer. Hein. Et en fait, c'est écrit même dans celle de Valérie Ferrer, qui date de 1999, c'est écrit, il faut drainer en fait, si on ne le fait pas... Et justement, Djamila, ça c'est quand tu reprends le dossier, quelles sont les premières étapes que tu vas faire à partir du moment où tu récupères ce dossier? Ce que je vais faire, c'est déjà, on a sollicité un rendez-vous auprès du chef de service hein, pour pouvoir le voir. Au départ, sa secrétaire nous a donné un rendez-vous. Ensuite, il nous a rappelé pour nous proposer un entretien téléphonique, ce qu'on a refusé. Avec ma sœur, on est allé le voir, on a dit, la moindre des choses, c'est qu'on nous reçoive et qu'on nous explique ce qui s'est passé. Donc, c'est lors de cet entretien qu'il nous a dit que de toute façon, ça pouvait pas être traité sans drainage, mais que c'est comme ça. D'ailleurs, Marine Bou, elle met un extrait de l'audio, que en fait, mon frère avait un handicap et qu'on traite pas les enfants qui ont un handicap comme les autres enfants, et que mon frère aurait arraché son drain. Donc, ils ont même pas, normalement, on met un drain. Donc, même des personnes alcoolisées, quand elles arrivent à l'hôpital, on les contorsionne pour mettre. Il y a des éléphants, on arrive à les traiter. Oui, bien Il y a sûr. des tigres, on arrive à les traiter. Et mon frère, non. Sous prétexte qu'il aurait arraché, donc dans ce cas-là, un bébé de 3 mois qui a la même chose, qui se développe. On va se dire, il va arracher parce qu'il n'est pas conscient, il Bien va se sûr. débattre, il va arracher, donc on lui fait pas. Voilà Ok. la justification qu'on a eue. Alors oui, du coup, Djamila, tu nous expliquais qu'à partir du moment où tu as repris le dossier, vous avez commencé à vous poser des questions vis-à-vis de la prise en charge vu que ton frère avait un handicap. Est-ce que tu as eu des preuves concrètes de ce différent traitement? Ouais, déjà, pourquoi j'ai repris le dossier, c'est parce que déjà j'ai assisté à des choses très graves, c'est-à-dire que mon frère a subi une injection de kétamine dans la chambre, devant nous. Donc en fait, il a été effrayé, il s'est réfugié sous une table. Et en fait, on lui a injecté un produit dans la jambe, directement dans la jambe. Mon frère s'est fait pipi dessus. Ils ont pris mon frère et ils l'ont mis sur un lit à roulettes. Et ils sont partis avec lui au bloc, sans se soucier de sa baisse de saturation. Ce qui est écrit dans le dossier, c'est qu'il passe de 80% de saturation à 60% de saturation. Déjà, 80% de saturation, on doit donner de l'oxygène aux patients. Et on n'injecte pas de drogue sédative comme ça en chambre. Et cette dose de kétamine, aujourd'hui, on l'a toujours pas. D'accord. La justice n'a jamais saisi le dossier médical. Mais ça, du coup, cette dose de kétamine, c'est quelque chose qui est fait au bloc opératoire normalement? Oui, normalement, au bloc opératoire ou avec des surveillances, on doit avoir du matériel pour pallier justement à une désaturation encore plus importante. D'accord. Pour éviter l'arrêt cardiaque. Parce que tout ça, ça a mené à un arrêt cardiaque qui est caché, qui n'a pas été mentionné dans le dossier, mais qui nous a été dit par la dame de la réanimation, qui nous a dit: votre frère est arrivé au bloc opératoire avec une saturation de 50%, c'est-à-dire qu'il était déjà en train de mourir. Et ça, j'ai une audio que j'ai transmis à différentes personnes. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où commencent d'une certaine manière les petites confusions entre ce que te dit l'hôpital, le traitement que tu as vu pour le coup de manière réelle. Et justement, est-ce que tu as d'autres exemples de cette montée crescendo de non-prise de parole, on va dire, de l'hôpital? Oui, ce qui est grave, c'est que mon frère, en fait, après cette injection de kétamine, ils l'ont emmené au bloc. Déjà, c'est écrit dans le dossier que cette injection de kétamine, elle se passe vers 23h en chambre. Et eux, ils disent qu'à 23h, mon frère était au même moment au bloc, qu'en fait, ils lui ont fait l'anesthésie de façon normale. Pas du tout, on voit que la chronologie, elle colle pas. Et ensuite, ils ont opéré mon frère pendant plus de 6 heures. Donc on nous avait dit qu'il fallait l'opérer pour lui enlever la moitié du poumon. Que soi-disant, il avait un abcès pulmonaire qui était passé de la taille d'un pamplemousse à celle d'un ananas. Alors qu'en fait, c'est pas le poumon, c'était la plèvre qui était en cause.
Donc même là, on nous a menti encore. Et ensuite, ils sont allés au bloc opératoire et ils ont fait ce qu'on appelle une thoracotomie postérolatérale. C'est-à-dire qu'ils sont passés de l'antibiothérapie probabiliste à la thoracotomie. Une thoracotomie, c'est quoi? C'est qu'ils ont ouvert sur 15 centimètres, ils ont coupé le grand muscle dorsal. D'accord. Donc, ils ont ouvert tout l'arrière, là. Ok. Donc, en fait, ils avaient accès à tout à l'intérieur. Alors qu'en fait, nous, l'expert judiciaire, nous disent qu'ils ont juste mis un drain pour aspirer le pus qu'il y avait dans la plaie. Ce qui est pas vrai, parce que en fait, une opération, c'est comme une recette. Vous avez un protocole, vous avez des étapes. Et en fait, moi, j'ai cherché ce qu'était cette opération. C'est une décortication pulmonaire, c'est-à-dire que en fait, quand on a cette pleurésie purulente, au bout d'un moment, il y a un problème avec les deux feuillets. Il y a entre les deux, il y a de la fibrinolyse et en fait, ça se colle et ça appuie sur le poumon. Le poumon peut plus, Peut plus faire son rôle de poumon, quoi. Voilà, c'est ça. Il est écrasé avec le pus et tout ça. Ok. Et en fait, à ce moment-là, il y avait tellement de pus pendant 14 jours que ce pus, il a percé. Il est rentré dans le poumon. Donc, mon frère était comme un noyé, voilà ce que nous a dit le médecin. Et en fait, comme les bronches communiquent, son poumon, qui était sain, a été aussi contaminé. D'accord. Et donc, ils sont partis au bloc comme ça. On nous a dit, nous, qu'on l'opère ou qu'on l'opère pas, de toute façon, il va mourir ce soir. Nous, on leur a dit, comment vous savez qu'il va mourir ce soir? Comment vous pouvez, vous n'êtes pas deux? Et le matin même, dans quelle situation était l'hôpital vis-à-vis du pronostic vital de ton frère? Au lendemain de l'opération, mon frère, la veille, il avait son foie, ses reins, tout qui fonctionnait très bien. Le lendemain, quand on est allé à la réanimation, en fait, déjà, moi, on m'a interdit d'entrer. On a dit que c'est que les parents et les grands-parents qui rentrent quand c'est des cas graves. Normalement, quand c'est des cas graves, on laisse rentrer même les frères et sœurs. Ben non. Donc ma mère est entrée pour voir mon frère. Donc on lui a dit que son foie, ses reins fonctionnaient plus, etc. Et ce que ma mère m'a rapporté après le décès de mon frère, c'est qu'une infirmière a dit à ma mère, prenez des photos, faites des vidéos. Sur le moment, ma mère a pas compris. Mais moi après, quand elle me l'a dit, après le décès de mon frère, j'ai compris. Les infirmières ne peuvent pas forcément dire ce qui se passe à l'hôpital. Donc, elles essayent de vous aider en vous disant de prendre des photos et des vidéos parce que comme ça, vous avez les preuves sans que eux ne soient incriminés, sans que eux n'aient de problèmes. Donc, en fait, voilà ce qui s'est passé. Donc, ma mère, elle ressort toute tremblante. Donc, moi, je demande à voir mon frère. On me dit oui, 5 minutes, mais pas de scandale. Je dis, mais pas de scandale, d'accord, moi, je fais pas de scandale de toute façon. Qui te dit ça? La personne de la réanimation, Le médecin, un infirmier? Oui, le de médecin. réanimation. Et donc, je rentre voir mon frère et tout. Et puis après, voilà, je vois qu'il y a plein d'appareillages et tout. Et après, on ressort et puis je demande, voilà, on comprend pas, on voudrait avoir le dossier médical. Donc, on nous dit non, non, mais le dossier médical, on le donne pas comme ça. Et puis là, les médecins sont pas là. Donc, attendez dans la salle d'attente. Nous, on a des trucs à faire. Attendez 3 heures. On a dit, bon, on va pas rester là, on est parti. J'ai ma sœur qui est venue de région parisienne le soir. Et on est retourné à l'hôpital pour le voir. Là encore, ils n'ont pas voulu que ma sœur rentre le voir, que ma mère est rentrée toute seule. Et là, on nous a dit, oui, il faut garder espoir. Vous comprenez bien qu'on fait pas tout ça s'il y avait rien à faire. Ma mère ressort, on repart. Et le lendemain, on retourne pour aller le voir. Et donc, ma sœur, je lui dis, déjà, on arrive à la réanimation, il y a une porte. Donc, on sonne. On dit notre nom. La porte ne s'ouvre pas, donc là, il y a un monsieur qui était avec nous, donc on attend un peu. Puis je dis, monsieur, allez-y, vous sonnez, parce que voilà. Donc lui, il sonne, on lui ouvre, donc nous, on le suit. Donc je dis à ma sœur d'aller avec ma maman voir mon frère, donc il rentre. Il le voit rapidement. Des infirmières redisent à ma mère et à ma sœur, prenez des photos, faites des vidéos. Donc ma sœur a pas compris non plus, mais elle a pas réagi sur le coup. Et là, on leur tombe dessus. Et on leur dit, vous n'avez plus le droit de voir Mehdi, donc il va falloir partir et aller à la brigade des mineurs.
Mais sous quel L'hôpital a motif fait une information préoccupante D'accord. pour dire qu'en fait, on a refusé des soins et qu'on perturbait les soins. D'accord. Donc ça veut dire que l'hôpital vous a mis ça Voilà. sur le dos en fait. Exactement. Et en fait, c'est pour nous empêcher de voir aussi la fin de la prise en charge qui était, je vais te dire, qui est très problématique au regard du dossier. Donc nous, en fait, on était au commissariat et en fait, quand j'ai récupéré le dossier médical, je vois qu'au moment où on sonne à la réanimation, c'est écrit rebranchement. Donc je me demande rebranchement de quoi? Rebranchement, on peut rebrancher quoi? On peut rebrancher le tuyau qui apporte l'oxygène, on peut rebrancher quoi? Voilà. Et quelle version on vous a donné? Ah mais ça, sur ça, on nous répond pas, personne ne nous répond sur ça. Mais quelle a été on va dire, la réponse officielle de l'hôpital sur les derniers moments de vie de ton petit frère? Aucune, pas de remboursement, D'accord. rien. Parce que justement, C'est affligeant quand même. ouais, pas de réponse. Et nous, comme on était au commissariat, en fait, moi, quand j'ai vu le dossier, je me suis rendu compte qu'à partir du 29 au soir, à minuit 00, hein, le 28 au soir à minuit 00, quand on passe du 28 au 29, la quantité d'oxygène qui a été donnée à mon frère a été diminuée pour être ramenée à 21%. C'est-à-dire que c'est l'air qu'on respire. Là, on respire de l'air, on respire pas de l'oxygène, on respire de l'air. Et la quantité d'oxygène qu'on a dans l'air, c'est 21%. C'est le D'accord. minimum. Ok. Et quand on va à l'hôpital, quand on a des problèmes de respiration, on vous met un masque. Et on va vous donner une quantité qui peut augmenter de 30, on peut mettre 30, Oui, de manière à... de manière à avoir une saturation correcte. D'accord. 46, 46, 96 quand on met le saturomètre ici. Vous savez, quand on met le truc pour vérifier si c'est 96, 98, pendant le Covid, on disait, oulala, en moins de 96, il faut donner de l'oxygène. Voilà. Et donc, moi, mon frère, il avait 48% de saturation, par exemple. Et on lui donne rien. D'accord, donc ça c'est quelque chose en plus qui est écrit noir sur blanc. Oui, c'est ce que je t'ai communiqué comme document. Oui, bien sûr. Mais alors pourquoi toi en fait quand tu vois qu'il y a eu des manquements donc qui ont été répétés, dans quelle position tu te mets? Est-ce que tu vas regarder des histoires similaires? Est-ce que comment tu passes à l'action? Bah oui, je regarde les histoires similaires et je me rends compte qu'on est tous, toutes les familles de victimes des hôpitaux, on est tous confrontés aux mêmes problématiques. C'est-à-dire que c'est comme disait le docteur dans le documentaire CHU de Strasbourg, l'art du camouflage, il y a un docteur, je me souviens plus de son nom là tout de suite. C'est pas très grave, mais il disait quoi ce docteur? Ben, ce docteur, il dit que l'hôpital camoufle. Il va camoufler les fautes médicales. On ne dira pas la vérité, on préférera accuser les familles, inverser voilà, incriminer les familles en disant la famille a dérangé. Et on se rend compte que beaucoup de familles, à la fin, elles sont écartées, justement. Tu as eu des témoignages d'autres familles qui ont vécu des affaires similaires? Oui, je connais une personne qui était à Béclair, sa maman était à Béclair, ils l'ont aussi interdit d'aller voir sa mère. J'ai un ami, lui, son père est arrivé à l'hôpital, il faisait un infarctus, il devait le prendre tout de suite et en fait on l'a laissé traîner limite en l'agressant dans la salle d'attente. Il s'est battu pour pouvoir le faire changer d'hôpital parce qu'on lui disait qu'il y avait rien à faire, mais lui il s'est battu pour pouvoir emmener son père ailleurs. Et au moment où il l'a emmené ailleurs, ben c'était trop tard parce que ça s'était dégradé. Ouais. Donc, parce que c'est des affaires similaires dans le sens où il y avait des traitements qui étaient possibles et disponibles, mais qui n'ont pas été donnés. Qui n'ont pas été donnés et l'hôpital a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'ils doivent donner le même protocole pour tout le monde, sans discrimination, parce que, en fait, sinon, c'est du charlatanisme. Ça s'appelle, c'est clairement le mot charlatanisme, ça s'appelle. Mais du coup, Jamila, comment tu te l'expliques? Puis j'imagine que tu dois pas forcément te l'expliquer, mais comment tu t'expliques ça en fait? Que d'un patient à l'autre, il y a des traitements qui sont envisageables et qui sont pas prodigués. Pourquoi, selon toi? Il y a moi, je me pose beaucoup de questions en fait. Aujourd'hui, je me pose vraiment des questions quand je regarde l'affaire de Thierry Cabil avec sa maman Eliane Cabil. Ça date d'il y a plus de 20 ans déjà à l'hôpital de Gonesse. Donc je me pose des questions. Je me pose des questions. Pourquoi on a voulu laisser mon frère se dégrader et pourquoi on a voulu faire cette opération pile à ce moment-là?
en pleine nuit, je ne sais pas. Sachant que sur les années qui précédaient le cas de ton frère, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, il y avait quand même une cinquantaine de patients à qui c'était arrivé. Et moi, ce qui me pose problème aussi, c'est qu'on est discriminé aussi parce que pour chaque faute médicale et chaque événement dans le dossier de mon frère, l'hôpital a été condamné. C'est-à-dire que mon frère a été délaissé sans soins pendant 14 jours. Déjà, c'est délaissement aggravé. C'est-à-dire que il y a un protocole, on ne le suit pas, on lui donne quelque chose et on sait que ça va se dégrader. Parce que c'est l'hôpital qui est spécialiste dans cette pathologie. C'est écrit dans les 2 thèses qui disent que tous les patients qui sont dans les alentours, où on a eu des difficultés à diagnostiquer, ils arrivent au CHU, ils sont pris en charge même tardivement et ils ne meurent pas. Sauf que mon frère, il a été directement pris en charge au CHU de Nancy et on lui a pas donné le protocole. On lui a pas donné du tout. Et limite, c'est mon frère qui est responsable. Limite, il y a un endroit où c'est écrit que mon frère, il comprenait pas ce que c'est. Limite, il comprenait pas ce que c'était un scanner. Donc, Après, c'était un enfant. bah oui. Donc, Dans ce cas-là, même voilà. il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont capables de t'expliquer ce qu'est un scanner dans les moindres détails. Mais justement, l'hôpital, alors même si on sait très bien qu'il y a des problèmes de fonctionnement en termes d'attente, etc., toi, tu avais une certaine confiance avant cette affaire en l'hôpital, j'imagine. Bah, normalement, oui. Moi, de toute façon, moi, aujourd'hui, je sais faire la part des choses. Je sais qu'il y a des bons médecins, des mauvais médecins. Mais là, clairement, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Et qu'est-ce que t'ont dit les bons médecins concernant cette affaire? Tu as eu l'occasion d'en consulter? Bah, il y a des médecins qui ont reconnu que la faute, elle était dès le début. Oui. Voilà. C'était le premier jour. Et qu'il fallait drainer, que ça allait se dégrader. Mais le problème, c'est que moi, mon frère, il est décédé après qu'on lui ait retiré son oxygène vital. Donc en fait, ça, c'est illégal. C'est la loi Leonetti. Il faut informer les patients, les proches, qui puissent faire des recours. Et justement, parce que tu me cites une loi assez précise, on est d'accord qu'avant cette enquête en termes de droit médical, tu n'étais pas forcément calé. À partir de quel moment tu vas prendre juridiquement l'affaire en main? Bah, quand j'ai vu que en fait, mon avocat ne faisait pas, les choses dans mon intérêt, c'est malheureux en fait et je pense qu'on est de nombreuses, personnes en France, qui avons cette problématique et on est obligé de prendre en charge notre dossier. De toute façon, quand il y a un avocat sur le dossier, on est quand même obligé de faire le travail parce que voilà, hem, mon avocat, le premier avocat nous a emmenés vers une procédure. Moi, ce que je voulais, c'était, comme le dossier médical nous avait pas été donné dans l'intégralité, je voulais que l'avocat fasse une saisie sous astreinte du dossier. C'est-à-dire que tant que l'hôpital ne nous donne pas le dossier complet, avec la dose de kétamine, les échographies qui manquent, les radiographies qui manquent, les gaz du sang qui manquent, parce qu'il y en manque plus de 24, hein. On peut voir sur la vidéo de Marine Bou, c'est tous les chiffres qui sont en vert, hein. Et puis ça, c'est documenté scientifiquement. Je t'ai d'ailleurs envoyé les documents Oui, bien sûr. par mail, donc je pense que tu as vu que c'est documenté et que c'est compliqué en fait. Donc de devoir nous-mêmes, en tant que victimes, prendre en charge le dossier juridiquement, prendre en charge le dossier scientifiquement, pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe, parce que personne ne nous répond. Oui, c'est en fait, tu te constitues à toi toute seule une équipe juridique. C'est ça, et être confronté surtout à la protection institutionnelle des médecins, que ce soit devant le Conseil de l'ordre des médecins. D'ailleurs, il y a eu l'inspection générale des finances qui vient de dénoncer dernièrement le fait que les médecins sont surprotégés, que même des médecins condamnés pénalement ne sont jamais sanctionnés. Voilà, il y a eu un problème avec le Conseil de l'ordre des médecins parisien qui a été dissous. Mais ça date pas d'aujourd'hui parce qu'il y avait aussi en 2019 la Cour des comptes qui dénonçait aussi le Conseil national de l'ordre des médecins pour les mêmes raisons. Et on est bloqué de partout en fait. On est bloqué. J'ai un ami qui a dû faire pour son père d'ailleurs qui est mort avec cet infarctus là, 6 expertises privées pour contrer les expertises des médecins qui sont censés faire dire la vérité en fait. Il y a un corporatisme de folie. Et le pire, c'est que quand on va devant la justice, c'est pas mieux. Parce que en fait,
Et toi, justement, tu as eu l'occasion d'aller devant la justice Oui, aujourd'hui, plus d'une c'est du fois. harcèlement. Là, je dis clairement, c'est du harcèlement, des procédures bâillons. Et en Et droit qu'est-ce que c'est français, une procédure bâillon? Excuse-moi de te couper, mais justement, en droit français, c'est à l'État de prouver qu'il n'y a pas d'harcèlement. Je dis d'accord. clairement qu'aujourd'hui, on est harcelé par des agents de l'État qui protègent d'autres agents de l'État. Parce que moi, en fait, dans mon dossier, j'ai le procureur de Nancy qui a émis justement un fait brutal appelé une information préoccupante. Le procureur nous a empêchés d'aller voir mon frère. Donc, il a rendu une ordonnance de placement provisoire le jour même. Ok. Donc, c'est super rapide, hein, c'est tout de suite, hein, nous empêchant d'aller voir mon frère. Sauf que dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle l'article, c'est au visa des articles 375 et suivants du Code civil. Donc, c'est pour protéger les enfants qui sont en danger. Mais il faut vraiment qu'il y ait un danger qui soit prouvé. Et quand il y a un danger qui est prouvé, il y a le Code pénal qui s'applique aussi. Il y a l'article 227-17 du Code pénal. C'est-à-dire que c'est les mêmes termes. On parle de danger, on parle de danger. Donc, si vous dites que la personne a mis en danger un enfant et que l'enfant décède 2 jours après, c'est que la personne, elle a commis une infraction. Elle l'a limite tué. Bien sûr. Donc, pourquoi ma mère n'a jamais été mise en cause pénalement? Parce que, en fait, le but, c'était que de nous écarter des derniers instants. Et le procureur de la République n'a pas le droit de rendre une telle ordonnance. Seul un juge peut le faire. On n'a pas eu de jugement suite à ça. C'est ce qu'on appelle une ordonnance expertée. Il y a eu un cas en Espagne, c'était une dame, témoin de Jéhovah, qui ne voulait pas être transfusée lors d'une opération. Donc, elle a pris toutes les dispositions, elle avait des personnes de confiance, etc. Et donc, ils l'ont emmenée dans un hôpital. Après, ils l'ont transférée dans un autre hôpital. Et cet autre hôpital a décidé de la transfuser. Parce qu'un juge lui a donné, mais là, c'était un juge, l'autorisation. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Espagne. C'est l'arrêt Pindo Mula contre Espagne. En disant que c'était illégal. Donc, un procureur de la République qui n'est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante au regard de la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvait pas rendre une telle ordonnance. Et pire, il a retiré toute autorité de soins à ma mère. C'est-à-dire qu'il lui a retiré l'autorité parentale, ce qu'il ne peut pas faire dans la mesure où c'est juste le juge des affaires familiales qui peut toucher à l'autorité parentale. Donc, on a des graves violations. Et aujourd'hui, moi, quand je porte plainte, je dois aller porter plainte devant ce même procureur, ce même ministère public, qui est un et indivisible. Pas forcément. Je demande à ceux qui ont fauté de s'auto-condamner. Oui. C'est impossible. Juste de reconnaître leur faute, tout Mais simplement. Ils vont pas le faire. Non. Donc en fait, ils ont l'opportunité des poursuites. Donc pour nous faire taire et faire taire leurs responsabilités, clairement. Parce qu'il y a des fautes lourdes qui ont été reconnues par les cas. Et t'as jamais eu des échanges un peu houleux avec toute cette administration à force d'essayer d'enfoncer les portes? Est-ce que tu as déjà eu des menaces On a demandé le dossier médical, donc on a dû réitérer nos demandes, ce qui est normal parce qu'on ne nous donne pas tout le dossier. Et l'hôpital a déposé une plainte, soi-disant le 19 juillet 2019, le même jour. Le procureur ordonne qu'on soit convoqué à la police, moi et ma maman. Donc, on est convoqué, soi-disant audition libre. Finalement, quand on regarde le dossier, c'est une garde à vue. Voilà, alors qu'on avait un avocat qui aurait pu dire nullité. Quand ma mère est passée, nullité de ça parce que vous nous avez convoqué en audition libre, mais c'est une garde à vue. Donc, normalement, c'est nul. On n'aurait pas dû me convoquer aussi. Moi, je connaissais pas le droit à l'époque. Donc, on nous a pris nos empreintes et nos photos. Et en fait, le motif du classement, c'est régularisation sur demande du parquet. C'est-à-dire que le parquet nous a demandé d'arrêter de demander le dossier médical. Un dossier médical qui, pire, aurait dû être saisi dès le jour de l'ordonnance de classement provisoire. Comme dans l'affaire, vous connaissez l'affaire Luna Bombard. C'est une petite qui a été placée. Et il y a eu un téléfilm avec Alice Taglioni. C'est le même hôpital. La dose de kétamine pour mon petit frère, il y a Timéo, 4 ans, qui est mort à peu près un an avant mon petit frère, qui a eu une dose de colchicine de 16 fois la dose. Un an après mon petit frère, 2 petits nourrissons
Et là, ils étaient déjà en récidive, l'hôpital, hein. Après, il y a mon petit frère avec la kétamine, donc on veut pas lui donner la dose. 1 an après, il y a les 2 petits nourrissons, Abigail et Kéo. Condamnation. 25 fois la dose de phosphorénus, ou je sais plus comment exactement ça s'appelle, faudra chercher, mais vous pourrez trouver. Et cet hôpital est tristement connu, parce que c'est le seul hôpital qui a fait condamner la France à la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dans l'affaire Manto-Vanelli contre France, une dose d'allotane cachée à la famille. Il y a de lourds antécédents. Et mon affaire, je pense que pas grand monde n'en a entendu parler, parce que voilà, mais moi je cumule toutes les fautes de l'hôpital. Et est-ce que justement dans toutes ces affaires qui sont à des années d'intervalle, à des moments assez courts, est-ce que c'est les mêmes noms de médecins reviennent? Est-ce que il y a un schéma qui se répète ou c'est l'hôpital C'est difficile à savoir parce que maintenant toutes les décisions sont anonymisées et puis on dit secret de l'instruction, on essaye de... C'est compliqué d'avoir les informations. Mais c'est les mêmes cas de surdosage. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Thomas, qui est décédé. Il avait un taux de dédimère à 7360. Donc l'hôpital a été condamné pénalement pour ce taux. Moi, mon frère, il avait un taux de dédimère supérieur à 10 000. On nous explique pas pourquoi. il n'y a Il y jamais a de eu une réponse en condamnation fait. là, nous, il n'y a pas eu. Pour Timéo, Abigail et Kéo, il y a eu une condamnation. Donc moi, aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Mehdi qu'on n'a pas eu? Mais du coup, cette situation qui est assez récurrente, mais où la finalité n'est pas la même, c'est-à-dire que les patients, même quand du coup ne sont pas décédés, il y a une suite judiciaire. Toi, de ton côté, le fil se perd un peu. Est-ce que ça t'a amené à avoir des soupçons envers l'hôpital? Bah ouais, on se Des pose intérêts questions. cachés? Comment? Des intérêts cachés? Bah oui, je pense, oui. Quand on voit l'affaire, par exemple, de la petite Noélia en Espagne, qui avait subi des agressions sexuelles alors qu'elle était classée et qui, avec ses traumatismes, a choisi de faire un suicide assisté. Et que, en fait, au bout d'un moment, elle est revenue sur sa décision parce qu'elle avait réussi à remarcher un peu, qu'elle avait demandé un délai de 6 mois pour et qu'on lui a dit non, non, voilà, et qu'en fait, on découvre qu'elle était déjà inscrite sur des listes d'organes, de donneurs d'organes, et que ses parents se battent encore aujourd'hui parce que, voilà, on se pose des questions. Moi, je me pose des questions. Pourquoi mon frère, on l'a pas traité? Et pourquoi ça s'est dégradé comme ça? Toutes les hypothèses aujourd'hui, vu que la justice ne veut pas enquêter, j'ai le droit de poser toutes les hypothèses parce que c'est tellement énorme. Quand on voit que des enfants qui ne sont pas décédés, eux, on enferme les parents, on saisit le dossier et moi, la cour d'appel de Nancy a écrit, pas la peine de saisir le dossier, c'est un non-lieu ab initio qui a été rendu et rien d'autre. Parce que moi, j'ai des falsifications dans les logiciels Cassiopée, les logiciels, j'ai mes données personnelles qui sont violées. Donc Cassiopée, pour un petit rappel, c'est un logiciel gouvernemental, si je dis pas de bêtises. C'est un logiciel dans lequel les plaintes sont enregistrées. Oui. Donc c'est un logiciel où on a nos données personnelles, c'est-à-dire mon nom, mon prénom, mon adresse, les plaintes que j'ai déposées, à quel endroit je les ai déposées, etc., etc. Donc un logiciel assez structuré. Normalement sécurisé. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'impression, au vu des éléments que j'ai dans mes procédures. Donc c'est pas normal en fait. Donc tu soupçonnes qu'il y a eu une falsification à un moment donné Ouais, de tes plaintes. soupçonne, j'ai même les preuves, j'ai un peu montré tout à l'heure. J'ai un document où en fait c'est abracadabra. En fait, j'ai un classement à victime, où dessus c'est écrit que j'ai déposé une plainte courrier le 3 septembre 2021. Donc avec un numéro de parquet 21/320/102. Donc après c'est un chiffre en 11, c'est 11 chiffres qui se suivent. 21 320 000 102 pour faire 11 en fait, 11 chiffres. Et dessus c'est écrit plainte courrier du 3 septembre 2021, procès verbal du commissariat de Châtenay-Malabry.
Moi, j'ai déposé une plainte à Évry le 3 septembre 2021 contre l'expert judiciaire, parce que pour moi, avant de déposer la plainte à Nancy, je voulais porter plainte contre l'expert parce que je me suis dit qu'ils vont se baser sur cette expertise pour rejeter ma plainte, en disant que l'expert dit ça. Sauf que l'expert ment. Cet expert judiciaire est aussi dans l'affaire de Marie Bellomo. Donc ça, je l'ai fait remonter au juge d'instruction à Évry. La petite Marie Bellomo, qui elle aussi a eu des médicaments interdits aux nourrissons, et dont je connais la maman Jeanne, voilà, qui elle aussi est à la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui, en espérant ne pas avoir d'autres entraves, parce qu'on a des entraves un peu à tous les niveaux. Et donc, moi, je me suis plaint de ça. En fait, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, moi, j'ai dit, je suis jamais allée au commissariat de Châtenay-Malabry pour faire ce procès verbal, je sais pas ce que c'est. Cette plainte, je l'ai déposée à Évry. Sauf que c'est Nancy qui la classe. Et en fait, elle a un autre numéro. Elle a un autre numéro. Et quand je pose la question au juge d'instruction et que je fais une demande d'acte, il me répond pas. Là, en fait, tu as toujours l'impression que tu déranges un peu dès que tu cherches à avoir justice, en fait, à avoir gain de cause. En fait, dès que je me pose des questions et que je touche des points assez sensibles, Oui. il y a direct des représailles. Et ça, c'est dans la journée. On s'en prend à mon autre petit frère, on s'en prend à ma mère qui a perdu son logement. Et justement, tu penses que le fait de te mettre des barrières, de toujours te ralentir, au final, c'est pour cacher la vérité? Mais oui, parce qu'ils ont échangé mes plaintes d'un tribunal à un autre. Et mon avocat de la CEDH, que j'ai payé, parce que j'ai encore mon dossier à la CEDH, donc là j'ai saisi le bâtonnier par rapport à cet avocat. C'est malheureux en fait. On a même des avocats contre nous. On paye des avocats et qui nuisent à nos intérêts. On se bat depuis des années et ensuite, en fait, nos procédures sont sabotées, soit par l'institution judiciaire elle-même. J'ai les preuves de tout ce que je dis et je l'ai maintes fois dénoncé et tout est au Conseil d'État aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'attaque le président de l'Ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation. Je suis toute seule face à ce président de l'Ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation qui, lui, a un cabinet d'avocats contre moi. Sauf que moi, je défends mon petit frère, l'intérêt supérieur de mon petit frère, qui est décédé, du coup, quand on nous a écartés, sous la responsabilité de l'État. Normalement, c'est pas à moi de faire tout ça. C'est à l'État de comprendre pourquoi mon frère est mort et de sanctionner les coupables. Aujourd'hui, pour eux, c'est non-lieu ab initio. Aucune infraction contre quiconque. C'est pas possible. Il y a au moins l'article 227-17. Si mon frère a été placé notion de danger, il y a cet article du Code pénal qui s'applique. C'est l'affaire Innocence en danger, enfance et partage contre France. Une information préoccupante, concomitante à une hospitalisation, obligation pour le procureur d'investiguer. Le procureur a refusé toute enquête. Le procureur a ordonné un non-lieu ab initio le 28 janvier 2016. Le procureur, je vais donner son nom parce que c'est d'ordre public, c'est monsieur Amaury Lacotte. Amaury Lacotte, vous tapez son nom. Vous pouvez taper Dupont-Moretti aussi, il y a un article. Et vous pouvez taper Mathieu Klein. Voilà, c'était la personne qui était président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et Dupont-Moretti et Amaury Lacotte. Amaury Lacotte, on dit que le ministère public, il représente la population. Mais Amaury Lacotte, il est dans tous les dossiers du CHU. Il est dans la plainte que le CHU m'a... Quand j'ai eu mes empreintes et mes photos, il est dans le dossier. C'est lui qui a rendu l'ordonnance de non... qui a... Mais il est là dans tous les points de ton affaire, en fait. Mais pas que dans le mien. Dans les autres affaires du CHU. Pour Timéo, c'est lui qui a rendu la décision. Je me demande si pour Abigail et Kéo aussi. Donc moi... Et par exemple, pour mon frère, à Nanterre, je suis allée avec René Fornet et d'autres personnes, d'autres témoins, quand je me suis constituée partie civile à l'audience, ce qui est mon droit. C'est le code de procédure pénale qui dit qu'on peut se constituer partie civile à l'audience. La greffière on se déclare partie civile. Donc on dit voilà, je me déclare partie civile. Moi j'avais des documents, près de 40 pages, trois jeux de 40 pages. Et donc, je vais voir la greffière pour qu'elle enregistre ça. Elle n'a pas voulu. Donc, je me retourne vers l'huissier. Je lui dis, monsieur l'huissier,
veuillez consigner. Il me dit: «Non, non, oh, 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 je suis en train de travailler». Je dis: «Mais» et en fait, il y avait l'avocat de mon frère. Je fais: «Monsieur, je veux me constituer partie civile». Pas de réaction. Donc ensuite la procureure rentre, donc je vais la voir, je fais: «Madame la procureure, je veux me constituer». Elle me dit: «Bah non, hein, c'est les policiers les victimes». Sauf que mon frère, avait le crâne ouvert. Mais justement, Jamila, parce que tu m'expliques qu'à différents moments de ton enquête, il y a eu des obstructions, que ce soit de la part des policiers, des médecins, bref, le corps de l'État en général. Est-ce que, par exemple, par rapport à la voisine, ça t'a amené à penser qu'il y avait potentiellement des agents de l'État parmi les civils? Je sais pas trop, mais elle bénéficie de graves protections et de passe-droits qui sont pas normales, hein, dans un pays de droit, hein. Clairement, il y a une affaire qui a été c'était une faute lourde. C'était une faute lourde, en fait, une faute lourde de l'État. En fait, c'est un monsieur qui avait été justement, qui était harcelé par des gens, jusqu'à chez lui. Et un jour, en fait, cette personne est venue jusqu'à chez lui et lui, pour se défendre, ils étaient plusieurs, il a poignardé la personne au niveau de la jambe. Sauf que, ben, c'était un endroit assez, voilà. L'artère La fémorale, personne, ouais. voilà, la personne est décédée. D'accord. Cette personne s'est retrouvée en détention provisoire donc il y a un avocat qui a pris l'affaire et qui a fait condamner l'État parce que l'État n'a pas fait ce qu'il fallait. Moi, cette voisine, elle a fait 500 kilomètres parce que ben elle a mon adresse maintenant dans les procédures, donc il faut revenir jusqu'à chez moi, C'est-à-dire pour venir jusqu'à chez toi? jusqu'à mon domicile pour colporter des allégations sur mon frère, donc porter atteinte à sa présomption d'innocence. Tout ça, mon frère l'a donné à l'avocat. Mais excuse-moi, mais est-ce que cette Alexandra, est-ce que, je veux dire, elle est connue des services de l'État? Enfin, tu m'as dit que oui, mais je veux dire, au-delà de ça, elle a un métier. Je veux dire, qui est cette personne? Elle a un métier Je lambda. connais pas plus que ça et en fait, il y a plusieurs personnes, même un médecin traitant qui nous a dit que elle avait entendu plusieurs patients qui sont dans les alentours, qui ont des problèmes avec elle, en fait. Elle agresse les gens, elle m'a agressée aussi quand je suis allée à Nancy, je la connais pas. Elle a agressé ma sœur, parce qu'elle sait qu'elle est impunie, en fait. Elle sait qu'elle a le droit, en fait. Elle est venue jusqu'à chez moi Oui. le 7 septembre 2024. Mon frère avait retrouvé un boulot, et cetera. Le lendemain, le 8, bah, il se fait attraper par le commissariat de Châtenay-Malabry. Il est placé en garde à vue. Et voilà. Et il est ciblé. À partir de là, il est ciblé. Et voilà. Et on invente des choses sur lui. Et moi, j'ai porté plainte. Toutes mes plaintes, elles ont été classées sans suite. Et j'ai des maquettes. Maquette 227 slash victime. Voilà, avec des petits dièses en bas. C'est pas, pour moi, Mais c'est quoi ces maquettes en fait? C'est d'autres Ah. victimes? Je fais un comparatif entre mon classement sans suite que j'ai reçu en 2022. Classement sans suite, soi-disant d'une plainte que moi j'aurais déposée, que j'ai jamais déposée à Nancy, dans laquelle on invoque un procès verbal du commissariat de Châtenay-Malabry. Le commissariat de Châtenay-Malabry veut pas me donner ce procès verbal. Le juge d'instruction à Évry veut pas me donner ce procès verbal. Le numéro de cette procédure qui est à Nancy, quand je le demande au procureur, c'est écrit: le procureur refuse de vous donner cette procédure. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette procédure. Donc en fait, j'ai de graves violations de mes données personnelles, hein, dans des procédures judiciaires qui entravent mes droits. Et en fait, comme j'ai dénoncé ça, et que c'est assez gravissime quand même, ben, à partir de là, on a Alexandra d'Espagne, voilà, Alexandra d'Espagne, avec sa fille Anna d'Espagne, qui sont dans le dossier, tout le temps dans le dossier. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je profite de dire son nom aussi, parce que j'appelle à témoin. Et tout ça, c'est au visa de l'article 40 et 85 du Code de procédure pénale et du fait que je suis dans l'état de nécessité de me protéger parce que l'État ne me protège pas. Donc l'état de nécessité, c'est un article du Code pénal qui me protège parce que aujourd'hui, je suis lanceuse d'alerte, je dénonce comment on débranche des patients à l'insu de leur famille, c'est-à-dire qu'on va leur donner une quantité
d'oxygène minimal dans le sang, à 21%. C'est-à-dire qu'on vous laisse le tuyau et on vous donne le minimum. On vous fait croire qu'on vous donne la quantité nécessaire pour rester en vie. Ça s'appelle sevrage terminal, sevrage ultime. Terminal weaning en anglais. Et c'est pour ça que je veux dire ça aussi, parce que quand on va sur la vidéo de Marine Bou, il y a un commentaire récent. Donc là, on a eu 3 jours de week-end avec la Pentecôte, donc je t'avais envoyé des éléments. Oui, bien sûr. Ce qui est assez hallucinant, c'est On va mettre le commentaire de toute façon de manière similaire à ton discours. Elle passe son week-end à essayer de démonter ce que je dis. Donc en disant que... Ouais, avec des infos très précises qu'un civil ne peut pas avoir, bien sûr. On a l'impression vraiment que c'est quelqu'un de l'hôpital, qu'elle a un médecin ou quelqu'un vraiment qui veut qu'on s'éloigne de cette piste-là, qui dérange vraiment, parce que j'ai mis un tableau. En fait, j'ai un tableau que j'ai donné à Marine Bou. En fait, en faisant mes recherches au niveau chiffres, mon chef m'a dit que j'étais très douée en chiffres. Oui, au moins ça. Ça dérange. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des numéros qui correspondent au bilan sanguin de mon frère et d'autres numéros qui correspondent au bilan sanguin de tous les patients. D'accord. Je t'ai envoyé les éléments. Oui, en effet, oui. Et en fait, ce médecin dit que justement, il y a comme des tickets de caisse qui sortent quand on fait des gazométries sanguines. Donc sur ces tickets de caisse, il faut écrire la quantité d'oxygène. 21%, 30%, 40%, 100%. Donc, et je me suis rendu compte que ces documents-là, sur le document qui est numérisé, où on répertorie tous les documents, tous les bilans sanguins, soi-disant tous les bilans sanguins parce qu'il y en manque, c'est toujours les mêmes valeurs de FiO2. Sauf qu'on me donne un tableau manuscrit. Dans ce tableau manuscrit, c'est répertorié à la main. Et là, c'est pas les mêmes valeurs. Et en fait, cette personne me dit que ces tickets de caisse sortent de la machine. C'est les documents sources sur lesquels tu te bases pour répertorier dans la suite. Ils sont jetés à la poubelle, ils sont pas gardés. Et qu'il faut que, en fait, il dit aux gens de ne pas se fier à ces bilans-là, mais de se fier à ce qui est dans le tableau. Mais quand on regarde le tableau, on voit que c'est effacé. On voit clairement que ça a été effacé avec la gomme sur Paint, par exemple. Oui, de manière assez grossière en plus. En plus, oui. Mais finalement, en fait, Jamila, moi, ça m'amène à penser pourquoi concrètement ton affaire, est-ce qu'il y a des affaires similaires où il y a autant d'obstructions? Est-ce que du coup, tu as eu des témoins d'autres affaires, mais moi, c'est vraiment énorme. d'autres voisins gênants, par exemple? Dans d'autres affaires, il y a une dame qui s'appelle Stéphanie, c'est comment? Stéphanie, ouais, je crois. Elle a des voisins aussi qui sont dans son affaire. Il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes choses. Et à chaque fois, c'est des voisins très présents, dérangeants. C'est ça, et on les laisse faire en fait. Et par exemple, dans mon affaire, j'ai ce qu'on va appeler des prête-noms. Par exemple, j'ai été convoquée, on marque mes empreintes et mes photos, et je viens de me rendre compte qu'en fait, dans le procès-verbal, il y a écrit le nom d'un commissaire, mais ce commissaire n'est plus à Nancy depuis le mois de juin. Et on met son nom, en fait, alors que c'est une nouvelle commissaire qui était dans ce commissariat. Il y a aussi le nom d'une procureure, qui est mal orthographiée, donc ça, c'est aussi une violation de données personnelles. C'est-à-dire que cette procureure, on met son nom, soi-disant, parce que, soi-disant, cette plainte datait de 2019. Moi, je me demande si elle datait pas parce que, au moment où on a été convoqués, moi et ma mère, on avait signalé des violations. J'avais envoyé un mail au procureur pour dire parce que l'hôpital nous avait renvoyé un dossier, une copie du dossier médical numéroté par l'avocat, dit dossier complet. Sauf que moi, c'était la 4e version du dossier qu'on nous envoyait, 3e ou 4e. Et à chaque fois, ça change. J'en ai eu un dossier en 2016, un dossier en 2017, un dossier en 2018. Et c'est jamais la même chose. Non. Et en fait, moi, j'allais déposer plainte contre le médecin de réanimation parce que j'ai dit qu'on a sevré mon petit frère. Sans raison. Oui. Et qu'il avait besoin de son oxygène. Mon frère avait 2 comptes rendus d'hospitalisation. D'accord? Donc j'avais porté plainte contre l'un au Conseil de l'ordre des médecins.
Et en fait, ce document n'apparaissait plus dans les documents où l'hôpital me dit c'est l'intégralité du dossier. Il y avait plein d'éléments qui ont été retirés. Donc moi j'ai dit le dossier est falsifié, donc j'ai porté plainte. Même pas 5 jours après, j'ai dû porter plainte le 23 juillet 2020. Le 28 janvier 2020, ma mère reçoit une convocation pour soi-disant appel malveillant, envoi de trucs réitérés par voie électronique. Bah forcément, si on n'a pas accès au dossier complet, on est bien obligé de réitérer nos demandes. Surtout que Bien sûr. le pire, c'est que le procureur aurait dû le saisir, le dossier, comme dans l'affaire Luna Bombard, comme dans l'affaire du petit Sandro, comme dans l'affaire du petit Nils. Tout ça est répertorié sur Internet, on le trouve. Et moi, ça m'amène à une question. C'est finalement, sur ton affaire et d'autres affaires similaires, quel intérêt l'État a à dissimuler en fait les preuves? Ah, c'est des agents de l'État. L'hôpital public, c'est les agents de l'État. Je sais pas, mais là, on veut voter la loi euthanasie. On va pas dire que des gens ne respectaient pas la loi à l'époque, qu'on fait déjà ce qu'on veut. On Donc, va pas dire que... donc c'est-à-dire là, oui, c'est ça que Voilà, tu es parce en que train moi, de... mon frère, clairement, je vais le dire, on l'a tué. Scientifiquement, on l'a tué. Voilà, on l'a tué. On l'a tué et on essaye de nous tuer, nous aussi, pour nous faire taire. C'est-à-dire que on essaye de nous faire toutes les saloperies possibles et existantes. Mais je sais même pas si ça se passe en Russie, ça. Moi, on me parle de la Russie, on ne vit pas, en fait, là-bas. Moi, je voudrais que notre système à nous change et qu'en fait, on ait une vraie justice juste. Mais justement, si on tue des gens, toi, tu penses que c'est pour quelle raison? Bah, il y a Quel intérêt? par exemple, il y a mon ami Selim avec son papa Mhm. à l'hôpital privé d'Antony. On l'a laissé mourir, son père. Bah, peut-être que les personnes âgées, on veut s'en débarrasser. Ouais, on peut donner toutes les hypothèses. Pendant le Covid, on leur a bien donné du Rivotril. Oui, c'est vrai. Alors, voilà, c'est des personnes qui servent plus à la société, qui coûtent de l'argent. Voilà. Mon frère, il était handicapé et bah, il coûte de l'argent parce que voilà. Il y a... Donc tu penses que selon les excuse-moi de te couper, Jamila, selon les profils, il y a un traitement qui est complètement différent à l'hôpital? Ah, je pense, oui. Hein. Ah oui, regardez par exemple l'affaire de Abdenour Bellouli. C'est un trisomique. Parce qu'il y a l'association Un gros risque en plus qui a aussi mis la vidéo de Marine Bou sur leur page. Parce que justement, l'association, c'est des parents d'enfants trisomiques. Donc, ils ont une petite fille, les personnes qui sont en charge de cette association, et ils ont très peur pour leur petite fille. Et donc, il y avait l'affaire Abdelnour Bellouli. Je sais pas si tu l'as entendu parler de cette affaire. C'était un trisomique qui était à l'hôpital la Pitié-Salpêtrière, je crois. Et en fait, ils voulaient le débrancher. Ils avaient une erreur médicale qui l'a rendu un peu tétraplégique, je crois, ou paraplégique, je sais plus. D'accord, ok. Et en fait, il lui avait mis un tuyau ici, mais le pire, c'est que la sœur, elle l'a filmé, et elle parle avec lui. Et lui, il parle, et eux, ils disent non, on va le débrancher, il est en fin de vie. Alors que lui, il dit, lui, il parle. Il parle et il dit non, non, voilà, il était effrayé. Et en fait, la famille a médiatisé. La chance qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, on peut médiatiser plus facilement. Moi, en 2016, moi, je m'intéressais pas du tout aux réseaux sociaux. Non, mais tu pouvais pas deviner que ça allait prendre. T'as eu confiance. Moi, En fait, t'as eu aujourd'hui, confiance ce dans que le je conseille système. aux gens, c'est que dès qu'il y a un problème, il faut médiatiser tout de suite. Parce qu'après, c'est infernal parce que il y a une personne qui couvre une personne. En fait, on vous dit, il faut épuiser les voies de recours. Quand vous passez une voie de recours supérieure, il y a une autre personne qui couvre. Et après, il y a une autre personne qui couvre. Donc, en fait, elles vont tous se tenir par la barbichette. Et ce sera impossible d'avoir justice. Parce que s'il y en a une qui tombe, ça fait tomber les dominos. Alors Jamila, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous sur Lumière Noire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Ouais, je voudrais préciser qu'en fait, moi, c'est pas de gaieté de cœur que je m'expose sur les réseaux. Avant cette histoire, j'avais rien sur les réseaux sociaux. J'avais juste mes données professionnelles, mes articles scientifiques. Mais qu'aujourd'hui, je suis dans l'état de nécessité de dénoncer tout ça, de dire que je suis pas suicidaire, que on est harcelé par l'État. Donc c'est à l'État de prouver que c'est pas vrai. Donc ils peuvent m'attaquer s'ils veulent. Moi, au moins, ce sera la porte d'entrée
pour aller au tribunal, parce qu'en fait, à chaque fois que je vais au tribunal, on me fait sortir, ou on m'amène la sécurité, ou etc. Et c'est très grave quand je vais voir des greffières pour qu'on enregistre mes documents, ils sont pas enregistrés. Donc moi, ça me fait plus peur. Vous voulez m'attaquer, allez-y. Au moins, j'aurai une porte d'entrée, j'aurai un juge d'instruction, et on parlera de tout depuis le début de l'affaire de Mehdi, parce que c'est la base de tous nos problèmes. C'est ça nos problèmes aujourd'hui, c'est d'avoir osé demander nos droits et demander à être rétablis dans nos droits et une juste indemnisation de nos préjudices. C'est le tort qu'on a eu. Aujourd'hui, en France, on est de nombreuses victimes de ça et c'est pas normal. Normalement, la justice, elle doit être la même pour tous et personne ne devrait être au-dessus des lois. Même les magistrats devraient être sanctionnés parce que c'est pas possible. On peut pas donner autant de pouvoir à des magistrats, à des policiers, à des médecins. Et les avocats devraient être payés au résultat. Et que au résultat, comme aux États-Unis. Comme ça, au moins, il y aurait plus d'ambiguïté. Parce que, en fait, les victimes, elles payent. Moi, je connais des victimes qui ont payé jusqu'à 200 000 € et qui n'ont rien eu, qui ont été ruinées. Alors qu'en fait, je connais un étudiant qui est allé au Canada, qui a eu un accident de la vie, il est tombé d'un balcon. Ben, en fait, il m'a dit, moi, tout a été pris en charge par l'avocat. Et là, il a été indemnisé. L'avocat a pris un pourcentage et tout se passe bien. Alors qu'aujourd'hui, en France, on doit payer d'avance les avocats. Quand vous leur dites de faire quelque chose, ils vous disent non, c'est ma stratégie. Mais c'est pas ta vie, en fait. C'est notre vie. C'est à nous de choisir. Vous êtes là pour nous représenter. Vous n'êtes pas là pour décider à notre place.